Il était où le gentil Yuki? Où il était le gentil Toutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Et où il est le pépère Wawa? Yuki c'était où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son papa? Le bon pépère que son Kiki préfère. Et sa mémère alors? Et sa mémère? Où elle est la mémère à sa nounouche? Elle était où, hein? Sa mémère? Qui donne du sucre avec la boubouche. Outre le traditionnel toilettage canin, comprenant l'hygiène du poil et sa coupe, se sont développés aujourd'hui d'autres soins, pour chiens comme pour chats, tels que le brossage des dents et leur détartrage, l'épilation et la coloration du poil. Par ailleurs, le commerce du luxe pour animaux de compagnie s'est considérablement développé ces 10 dernières années. Des niches en teck aux écuelles en argent, siglées Gucci, en passant par les laisses monogrammées Vuitton et les manteaux en cachemire Ralph Lauren, rien n'est négligé pour que Yuki soit paré des derniers accessoires tendance dans l'univers de la fashion pet, littéralement la mode pour animaux de compagnie. Des sommes considérables sont ainsi dépensées par certains, prêts à toutes les folies pour la transformation physique de leurs bêtes et le soin de leur parure, afin de leur créer un style original, propre à exprimer leur personnalité, mais aussi à correspondre au canon de beauté du moment. On est toutefois en droit de se demander ce qui est en jeu dans de telles pratiques. Il semble en effet que nous modifions l'aspect de nos animaux de compagnie exactement de la même façon que nous soignons notre propre apparence, par le vêtement et les modifications physiques. Celles-ci peuvent aller de la simple coupe de cheveux au véritable façonnage du corps par diverses techniques, visant à en modeler par la contrainte certaines parties, comme le cou qu'on allonge, les pieds qu'on bande, les lèvres qu'on étire, selon les différentes cultures. En effet, quoi de plus humain que ce refus d'accepter les apparences que la nature nous a fixées? L'anthropologie confirme que c'est là un signe distinctif des civilisations humaines. Sous aucun tropique ne persiste la nudité intégrale offerte par la naissance, alors qu'aucune autre espèce animale ne manifeste un tel souci de la parure. Ainsi, considéré comme bestial, le corps nu, absolument nu, rejoint l'ordre de la nature et confond l'homme avec la bête, alors que le corps décoré, vêtu, ne fût-ce que d'une ceinture, tatoué, mutilé, exhibe ostensiblement son humanité et son intégration à un groupe constitué. La parure manifeste donc la quête identitaire de l'homme, d'une part en tant qu'individu qui se distingue de ses semblables en mettant en scène sa propre singularité, et d'autre part en tant qu'espèce qui cherche à se séparer du reste du vivant animal. Inclure l'animal de compagnie dans cette préoccupation esthétique peut donc conduire à deux excès opposés manifestant deux types de folie. Au mieux, cela consiste à humaniser ce dernier en négligeant sa spécificité d'être de pure nature. Au pire, cela conduit à l'instrumentaliser pour le ramener lui-même au rang d'accessoire à la mode qu'on exhibe avec fierté, mais aussi dont on se lasse lorsqu'il n'est plus au goût du jour. Troisièmement, qu'en est-il de la moralité du Yuki ? Est-il possible que nos animaux de compagnie soient capables de faire la différence entre le bien et le mal, de faire preuve de vertu, de se comporter selon des règles et d'éprouver des sentiments moraux comme la culpabilité ou le remords? Assurément, il faut ici marquer la différence entre les animaux sauvages, qui à l'état de nature n'obéissent qu'à la loi du plus fort et sont donc dépourvus de toute moralité, et les animaux familiers qu'on dresse pour modifier leur comportement et leur faire adopter des conduites qu'ils n'auraient pas de façon instinctive. En ce sens, leur apprendre à se conformer à nos règles consiste à les dénaturer, pour rendre leur présence à nos côtés compatible avec notre existence quotidienne. Mais de nos jours, il est à noter qu'on emploie bien moins le terme de dressage que celui d'éducation, canine ou féline. Cette évolution des termes est loin d'être anodine, mais elle est bien plutôt le reflet d'un changement des mentalités quant à la considération de l'animal de compagnie. Aujourd'hui, avant de nous faire obéir par lui, nous voulons d'abord le comprendre et établir une relation de complicité. Mais c'est précisément un tel souhait qui produit parfois de la confusion et engendre des malentendus entre lui et nous. Par exemple, nombreux sont les propriétaires de chiens qui croient que leur animal a conscience d'avoir mal agi lorsqu'il a menacé son maître en grognant ou qu'il lui a mordu la main, parce qu'il revient ensuite le lécher comme pour demander pardon d'avoir été si vilain. Or, les éthologues, ces spécialistes du comportement animal, s'accordent à interpréter tout autrement un tel geste. Dans la meute, en effet, à l'issue d'un combat entre deux rivaux,
c'est systématiquement le vainqueur qui vient lécher les plaies du vaincu, en signe d'apaisement et en vue de marquer sa suprématie. Si l'on transpose cet épisode dans un contexte humain, on en conclut donc que, loin d'éprouver de la honte ou de la repentance, le chien qui prend l'initiative du rituel d'apaisement avec son maître lui signifie tout simplement que c'est désormais lui qui domine la relation. Yuki n'est donc pas un sujet autonome, capable de moralité, et nos règles n'ont d'emprise sur lui qu'autant que nous incarnons l'autorité d'un chef de meute. En définitive, le code canin n'est pas constitué des mêmes signifiants que le code humain, et quiconque interprète les signaux du chien à partir de ses propres catégories ne fera que projeter en eux ce qu'il désire y voir. Ces 3 premières caractéristiques que nous venons de développer rapidement semblent toutes 3 mettre en évidence notre tendance spontanée à attribuer des comportements humains à des êtres non humains. Nous faisons ainsi preuve d'anthropomorphisme à l'égard de nos bêtes, en projetant sur elles nos propres intentions et émotions. Mais ce faisant, nous venons de voir que nous manquons le propre de l'animalité et nous commettons des erreurs d'interprétation parfois dommageables. Alors, pourquoi sommes-nous amenés à commettre si souvent des contresens comportementaux ? Est-ce là le signe de notre folie, d'un narcissisme pathologique, de l'aveugle et égoïste préférence du soi et du proche ? Pas seulement, car il me semble qu'une telle disposition s'explique par au moins 2 motivations. La première est d'ordre cognitif. Nous avons besoin, pour nous approprier le monde et nous y sentir chez nous, de réduire ce qui est étranger à du familier, ce qui est inconnu à du connu. Or, si la domestication de l'animal par l'homme a déjà extrait la bête du monde sauvage et modifié profondément la plupart de ses comportements naturels, il n'en demeure pas moins que l'animal n'est pas devenu homme. Dès lors, face aux résidus de ce qui demeure étranger, radicalement autre et donc inhumain dans nos animaux de compagnie, nous éprouvons le besoin de les humaniser, au point parfois d'abolir des frontières interspécifiques qui nous séparent. Notre propension à nous représenter sous forme humaine tout ce qui n'est pas nous s'enracine également dans une seconde motivation, émotionnelle cette fois-ci, à savoir la réduction du sentiment d'insécurité face à ce qui n'est pas humain. L'anthropomorphisme constitue donc un processus défensif qui témoigne de l'emprise de l'affectivité sur la connaissance. Or, il semble indispensable de surmonter un tel obstacle épistémologique si nous voulons être au clair sur ce que sont nos bêtes et sur ce que nous sommes.